bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur la chaîne sur les logiciels open source. Et aujourd'hui, on va parler de RenPy. En fait, je vais répondre à plusieurs questions qui m'ont été posées sur RenPy. Ce sont pas des questions très compliquées. On m'a demandé, alors, je vais commencer peut-être par lancer RenPy. Première chose à faire quand même, voilà. RenPy est lancé, c'est parfait. Je vais le mettre là, bien dans la capture. Je vérifie qu'il est bien dedans. C'est parfait. Et on va donc oui, c'est sa réponse aux questions, c'est le projet qu'on va utiliser. On va répondre à ces quelques questions. Donc les questions en question, elles sont assez intéressantes. Quelqu'un me demande comment on fait pour inverser une image, c'est-à-dire inverser un personnage. On a un personnage par exemple qui regarde à droite et on aimerait qu'à un moment donné dans l'histoire il regarde à gauche. Donc comment on fait pour faire un flip en fait, pour faire un effet miroir, pour l'inverser afin qu'il regarde de l'autre côté. Donc on va voir ça. Ensuite on va demander comment on faisait pour afficher une image dans la scène. Par exemple une icône positionnée par exemple en haut à droite ou en haut à gauche afin d'indiquer que quelque chose s'est passé ou qu'il y a une action qui a débloqué quelque chose, etc. Donc afficher une image en fait qui soit pas forcément un personnage, généralement une icône, on va voir ça. On m'a demandé comment on pouvait faire pour que... Ah oui, quand on offre un choix au joueur, le joueur choisit une des réponses, et en fait on saute au paragraphe qui correspond en fait au choix qui a été fait, et une fois dans ce paragraphe, on va ensuite continuer l'histoire normalement. Comment on peut savoir beaucoup plus loin dans l'histoire quel choix on a fait au début? Et donc ça fait en fait intervenir le concept des variables. Les variables, je crois que j'avais déjà expliqué ça, mais on va donc revoir un petit peu ça. Et puis je vais en profiter aussi pour remontrer ou montrer, je sais plus si je l'ai déjà fait, la boucle while, donc qui est assez intéressante aussi à utiliser pour faire des choses comme par exemple des compteurs ou alors pour pour gérer en fait une action un certain nombre de fois. Donc on va voir tout ça, ça fait 4 choses à voir, enfin trois questions puis un petit bonus. Alors la première chose, ça va être le flip d'un personnage. Alors dans le truc réponse aux questions, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? Je vais essayer d'ouvrir, déplacer vers une nouvelle fenêtre. Tac. Faut que ça rentre dans la capture. Là. Faut que je réduise mon notepad++, hop, de beaucoup. Voilà. On va faire ça comme ça. J'ai pas besoin que la fenêtre soit si grande, on va la mettre comme ça. Voilà, parfait. Donc, qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois dans la dernière réponse aux questions? On avait donc une image de fond de couloir, une feuille. Ah oui, c'était pour afficher un document. On avait affiché une feuille, on avait un personnage. Le personnage et le narrateur et le joueur. On a affiché en fait un écran spécial. Enfin, on crée un écran spécial dans lequel on affichait la feuille, donc le document, avec un bouton fermé qui sautait à l'action suite, au chapitre suite. On a indiqué où est-ce qu'on affiche en fait ce texte bouton. Ensuite, là commence la petite histoire. On affiche donc le couloir, le personnage qui dit bonjour, qui dit regarde ce document. Le personnage se déplace sur la droite avec un petit effet de transition plutôt sympa. On affiche le document. Une fois qu'on a cliqué sur le bouton fermé, on va à la suite. À la suite, on affiche le personnage au centre avec un petit effet de transition encore une fois. Le personnage dit au revoir et c'est fini. Ça, c'est ce qu'on avait fait. Le problème ici, pour la question d'aujourd'hui, c'est que je crois que le personnage est très symétrique. Là, il est dans caractère. Voilà, c'est ça. Et en effet, c'est très symétrique. Donc, en fait, si je l'inverse comme ça, on va quasiment rien voir. Donc, il me faut un autre personnage. Je vais pas en créer un. Je vais aller chercher
un de ceux qui sont fournis avec RenPy dans la question. Image, voilà. Ce personnage-là, qui n'est pas symétrique, donc si on l'inverse, on voit dans quel sens il est tourné. Donc hop, je vais prendre ce personnage-là, faire un CTRL-C pour le copier, je vais l'ajouter dans mes personnages, CTRL-V. Tac. Mes personnages font 240 par 625, celui-là fait 456 par 700. Ce serait bien de les mettre à la même taille. Wow, c'est pas si grave. Non, c'est pas grave. De toute façon, j'afficherai pas celui-là, je prendrai que celui-là. Donc on a un personnage ici, Sylvie Green normal. On va le renommer juste Sylvie. Tac. Voilà, parfait. Je mets ça de côté. Et ici, on va refaire un petit peu notre petit script RenPy. Donc le couloir, on va garder le couloir, c'est très bien. La feuille, j'ai pas besoin d'afficher la feuille là. On va retirer ça. On va retirer ce qu'on avait fait ici, le screen document. Donc on n'a pas besoin de l'appeler ici. Donc ici, le personnage, ça va plus être Mireille, mais ça va être c'est lui. Voilà. Et là, c'est caractère. C'est un PNG? Est-ce que c'est un PNG ou c'est un JPEG? Non, c'est un PNG, bien sûr, il y a un fond transparent. Donc, hop, c'est lui. Voilà, point PNG. Ici, on vire ça. Déclarer les personnages dans le jeu, ça reste pareil. Là, c'est lui. Voilà, le personnage ici, c'est pareil. C'est lui. Normalement, c'est bon. Le jeu commence, on affiche le couloir. On affiche le personnage. Normal. Voilà. Le personnage en question va dire bonjour. Là, il dit plus regarde ce document, c'est pas la peine. Est-ce qu'on le déplace sur le côté? Non, on va le laisser au milieu. On va le laisser au milieu. Et puis là, ça, le label suite, on va le virer. Désolé. Donc j'enregistre ça. Donc là, on a juste un personnage qui s'affiche et qui dit bonjour. On va vérifier ça tout de suite. C'est pas la question, c'est back. Là, lancer le projet. Alors, ça rentre dans la capture. Il me faut le retour d'enregistrement. Voilà, parfait. Comme ça, on s'en fiche un petit peu. Nouvelle partie. On a le personnage qui s'affiche et qui dit bonjour. Et c'est tout. Tac. Et quand je clique, ça ferme. C'est parfait. Donc là, on a le truc qui fonctionne. On a changé notre personnage. Et on a un personnage qui n'est pas symétrique, qui est tourné de façon à parler, tourné vers la gauche. Bonjour. Alors, on va rajouter maintenant le personnage. Non, on va mettre je suis tourné oui, vers la haut. Non, on va mettre un truc qui est plus basique. Personnage à gauche. Personnage regarde. Le personnage regarde à gauche. Voilà, le personnage en question qui dira ça, c'est pas grave. Donc là, le personnage regarde à gauche, et puis après, il va dire au revoir. Hop, il faut pas oublier les guillemets. Je fais n'importe quoi. Au revoir. Tac. Voilà. Donc ça, j'enregistre. Donc si je fais lancer le projet, pour remettre le truc, hop, voilà, on met ça comme ça à peu près. Nouvelle partie. Bonjour. Le personnage regarde à gauche parce que il regarde dans cette direction-là. Il est bien tourné vers la gauche. On clique, il dit au revoir et c'est fini. Tac. Maintenant, imaginons qu'à un moment donné, dans notre histoire, le personnage doit regarder de l'autre côté. Qu'est-ce que je vais faire? Je peux tout à fait ouvrir cette image, l'inverser comme ça, le réenregistrer sous un autre nom,
Donc j'aurai, là je ne l'enregistre pas, mais j'aurai Sylvie tournée à droite, Sylvie tournée à gauche, donc j'en aurai 2. Ensuite, ici, dans Image, Sylvie normale, faudrait que je définisse Sylvie normale à droite, Sylvie normale à gauche, donc les 2 personnes. Tout ça, ça va être compliqué, ça va me faire, en fait, doubler la quantité d'images. Et quand on distribue le jeu à la fin, le poids des images a quand même son importance parce que le fichier sera beaucoup plus gros à uploader, beaucoup plus gros à télécharger, beaucoup plus compliqué à gérer en fait parce que ça va prendre plus de place et puis c'est pas très intéressant. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir qu'une seule image, le personnage qui est tourné comme ça, et puis que dans RenPy, on dise il s'inverse, il tourne dans l'autre sens. Comment on peut le tourner dans l'autre sens? Eh bien, c'est assez simple. On va simplement utiliser une fonction de zoom. C'est-à-dire que dans RenPy, on peut ajouter en fait des effets sur les images que l'on affiche. On a déjà vu ça, on avait déjà utilisé le bloc transform pour définir en fait des positions particulières dans la scène. Par exemple, ici, le personnage regarde à gauche. Je peux aussi faire show Sylvie, normal toujours, et puis rajouter at, et puis mettre left. Donc à gauche, mais cette fois, ça ne veut pas dire qu'elle va regarder à gauche, ça veut dire que le personnage va s'afficher à gauche. Je peux faire ça. Tac. Et puis on va rajouter du texte dessous. Voilà. On va copier ça. Le personnage regarde à gauche et est sur la gauche. Voilà. On avait vu qu'on pouvait faire ce genre de choses. Donc, afficher en fait un personnage à droite, à gauche ou au centre. Par défaut, il s'affiche au centre, mais là, le personnage regarde à gauche. Si je clique, tac, il se met à gauche. Il regarde toujours à gauche, mais il est placé sur la gauche. On peut aussi le placer sur la droite, on l'avait vu. Et puis, j'avais expliqué dans une autre vidéo, dans un autre tutoriel, qu'on pouvait redéfinir en fait nos positions. Par exemple, ici, sous le define Sylvie machin truc, je peux rajouter par exemple transform et puis dire half left par exemple. Alors je mets half left, mais j'aurais pu mettre autre chose. Je vais mettre presque à gauche. Voilà, parce que c'est pour bien indiquer qu'on peut mettre ce qu'on veut ici. Presque à gauche. Et puis ici, je mets les 2 points. Ici, c'est très important de mettre les 2 points parce qu'on crée un bloc. Donc une fois à l'intérieur du bloc, il faut mettre 4 espaces pour se décaler, en fait, pour faire de l'intentation. Je vais mettre Y aligne pour dire que l'alignement sur Y est égal à 1.0, donc tout en bas. Et X aligne, voilà. Donc l'alignement sur la valeur X, donc sur l'horizontale, on va mettre à 0.25. Donc c'est pas tout à fait 0, c'est pas tout à gauche, c'est un petit peu à droite quand même. Et donc si je fais ça, et que là à la place de left, je vais copier ça. À la place de left, ici je vais mettre presque à gauche. Et là, le personnage regarde à gauche et est presque à gauche. Voilà. Tac, et on va voir la différence. Donc je vais lancer le projet. On met ça bien. Ça, c'est des choses qu'on avait déjà vues. Hein. Donc là, le personnage est au centre, il dit bonjour, il est tourné à gauche. Le personnage regarde à gauche. Là, le personnage est à gauche et il regarde à gauche. Et là, le personnage n'est pas tout à fait à gauche, il est sur le presque à gauche, c'est-à-dire le truc que l'on a défini nous-mêmes. Et il regarde toujours à gauche. Et au revoir, et puis voilà. Donc si on peut définir en fait la position où le personnage s'affiche,
vous vous doutez bien qu'on peut aussi définir d'autres choses. Par exemple, ici, j'ai mis Y aligne, X aligne. Alors, j'aurais pu les mettre comme ça, je pense. Je peux aussi ajouter d'autres effets. Par exemple, je peux mettre X zoom, X zoom 0.5 et Y zoom 0.5. En faisant ça, en fait, je fais un zoom, mais c'est pas un... Je change la dimension de l'image. C'est-à-dire que je vais pas zoomer dedans, mais je vais faire un zoom arrière. Donc, 0, c'est pas d'image du tout. 1, c'est la taille normale de l'image. Et donc 0.5, je suis pile au milieu. Donc je vais réduire en fait de moitié l'image. Donc on va voir ce que ça donne. Lancer le projet. Nouvelle partie. Bonjour, le personnage regarde à gauche, le personnage regarde à gauche et est sur la gauche. Tac, le personnage regarde à gauche et est presque sur la gauche, et en plus il est en petit maintenant, parce que j'ai rajouté X zoom 0.5 et Y zoom 0.5. Donc là par exemple je pourrais tout à fait le mettre plus à droite, et puis donner l'impression qu'il est plus loin par exemple dans une image, dans une scène. Ou alors si je veux donner l'impression que le décor est beaucoup plus grand, que qu'on voit plus de choses, parce que j'ai peut-être changé l'image de fond à ce moment-là, et puis que les personnages doivent être plus petits, on peut le faire. On peut aussi, là, on pourrait aussi augmenter la taille. À la place de 0.5, je peux mettre 2, ça 2 ici, comme ça, et 2 ici, et à la place d'avoir un personnage 2 fois plus petit, on aura un personnage 2 fois plus grand. Pourquoi c'est intéressant ce zoom? Parce qu'en fait, si je retire le Y, et que je garde que le X, et que je mets ici une valeur négative. Si je mets 1, par exemple, c'est la taille normale de l'image. Mais si je mets moins 1, eh bien en fait, c'est la taille normale de l'image inversée sur l'horizontale, en fait. Donc si je fais ça, en fait, le personnage regarde à gauche et est presque à gauche, et tourné. Ah non, pas regarde à droite. Tac. Il regarde à droite. C'est plus clair. Le personnage regarde à droite et est presque sur la gauche. Parce qu'en fait, ici, X zoom va simplement inverser le personnage. On va voir ça tout de suite. Comme ça, nouvelle partie. Le personnage qui dit bonjour. Regarde à gauche. Il est sur la gauche. Hop, et voilà. Et maintenant, il est tourné parce que j'ai utilisé X zoom moins 1. Donc, en fait, je peux l'inverser comme ça. Simplement avec X zoom moins 1, je peux inverser un personnage comme ça horizontalement. Si je mets Y zoom moins 1, c'est dans ce sens-là que je vais l'inverser, c'est-à-dire que la tête sera en bas et toute la robe ici sera en haut, par exemple. Donc ça me permet en fait de jouer comme ça avec les proportions de l'image. Je pourrais aussi changer qu'une valeur. Je suis pas obligé de mettre Y zoom et X zoom de la même valeur, donc je pourrais tout à fait déformer le personnage, qu'il ait l'air plus gros ou plus fin assez facilement. Donc là en fait, j'ai pas besoin de tout ça. Ce que je vais faire, c'est X zoom, je vais le mettre à part. Donc je vais faire un autre transform, et je vais l'appeler regarde à gauche. Non, regarde à droite. Regarde à droite, et dedans, je vais mettre simplement, c'est pas ce que je voulais faire, je vais mettre simplement X zoom moins 1. Et puis, comme je voudrais pouvoir le faire revenir dans l'autre sens à un moment, il faut aussi que je fasse transform, regarde à gauche, 2 points, comme ça, X zoom 1. Donc 1, ça remet en fait le zoom normal, ça remet l'image telle qu'elle est dans mon dossier image, et moins 1, c'est simplement l'image inversée. Donc là, j'ai le presque à gauche, et puis là, j'ai les différents zooms. Alors ici, maintenant, comment je peux mettre ça là-dedans? Ben, simplement ici, j'ai show Sylvie normal presque à gauche, et puis ici, je vais mettre show Sylvie normal at
regarde à droite. Regarde à droite. Donc elle sera presque à gauche et elle regarde à droite. Et si je fais ça, normalement, ça devrait fonctionner. Ah, alors j'ai oublié un truc. Transforme regarde à gauche. Transforme, j'ai mis un E ici. Tac, il n'y a pas besoin de E, c'est de l'anglais. Ça devrait être bon. Ouais, parfait. On met ça bien. C'est bien, il nous dit les erreurs. Voilà, donc là, le personnage qui dit bonjour. Le personnage regarde à gauche. Le personnage regarde à gauche et est sur la gauche. Le personnage regarde à droite et est presque sur la gauche. Et si, voilà, il a fait au revoir. Et si je voulais maintenant, après, ici, le remettre dans l'autre sens, là, je fais show Sylvie normal at regarde à gauche. Voilà. Et puis ici le texte, Sylvie, le perso regarde à gauche. Voilà. Tac. Et donc comme ça, je peux jouer en fait, faire un flip, un effet miroir sur les personnages et ça m'évite en fait d'avoir plein d'images avec les personnages tournés dans tous les sens. Voilà, ici, à droite, tac, tourne le sens, et puis voilà. Tac. Là, ça oblige en fait de faire des transforms comme ça. Ça fonctionne bien, ça. Ça fonctionne bien, on vient de le voir, ça fonctionne très bien. Je peux quand même aussi, on n'a pas besoin forcément de toujours déclarer tous ces effets transforms. Si on les utilise beaucoup, puis qu'on préfère utiliser le at et puis une valeur comme ça qu'on a définie ici, c'est très bien. Mais on peut aussi directement faire la transformation dans le texte ici. Par exemple, je vire tout ça, tac, je retire les transforms. Donc là, on affiche le personnage qui dit bonjour, on va virer tout ça. Tac, et qui dit bonjour et qui dit au revoir. Maintenant, imaginons que j'aimerais que donc là, le personnage est au centre et puis par défaut, il va regarder à gauche. J'aimerais que le personnage se retourne. Donc, le personnage va dire, alors, voilà. Je me suis tourné, non. On va mettre regarde à gauche, parce que c'est le personnage qui regarde à gauche par défaut. Ensuite, on va mettre regarde à droite. Et donc, on veut que le personnage regarde à droite. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je vais remettre, en fait, pareil, show, Sylvie. Et là, comme normal. Et là, comme j'ai pas fait le transform ici, je peux pas mettre at, regarde à droite, regarde à gauche. Donc, qu'est-ce que je fais? Bah, je mets 2 points. C'est important. Je fais entrer. Ici, je fais ma petite indentation, les 4 caractères. Et puis le X zoom, je vais le mettre là. Directement dans mon code RenPy. Et puis après, je continue ici. Donc là, regarde à droite. Et puis, on peut lui dire aussi de se déplacer, de se mettre plus à droite, par exemple. Donc, on va lui dire show Sylvie, normal, 2 points. Et là, je mets le X aligne. Et puis, le X aligne, on va le mettre à 0.75. Voilà, donc c'est beaucoup plus à droite. Et puis après, elle dit au revoir. Donc qu'est-ce qui va se passer en fait? Il va se passer qu'on affiche le décor, on affiche le personnage au centre qui dit bonjour, le personnage dit regarde à gauche, ensuite le personnage on va l'inverser avec X zoom -1, le personnage va donc regarder à droite, ensuite on va mettre le personnage plus à droite à 0.75, donc beaucoup plus à droite, et puis mais pas tout à fait à droite, puis ensuite elle dira au revoir et puis c'est tout. On va voir ça tout de suite. Et donc là, j'ai pas utilisé les transforms, j'ai mis ça directement dans le code RenPy. Donc bonjour, regarde à gauche, là regarde à gauche, tac, regarde à droite, donc là on a utilisé le X zoom, tac, et là elle se déplace plus à droite et elle regarde toujours à droite puisqu'on ne l'a pas remis dans l'autre sens. Donc elle dit au revoir, tac, et puis voilà. Et donc comme ça on peut jouer directement, sans ajouter les transforms, directement ici. Ici on a plein de
de propriétés comme ça qu'on peut ajouter. Alors il y a le X-align, le Y-align qui permet de positionner une image sur l'écran, le X-zoom et le Y-zoom qui permet de déformer horizontalement ou verticalement ou même d'inverser en utilisant des négatifs un personnage. Donc on peut faire quand même pas mal de choses. Donc ça c'était pour faire un flip. Donc vous voyez, c'est assez simple. Soit on fait le transform, soit on utilise directement, on met les deux points et on utilise directement la propriété en indentation sous le truc en fait qui est affiché. On peut aussi le faire sur les scènes normalement. On va voir ça tout de suite. Hop, on va dire là. On va rajouter ici scène couloir. Je vais mettre 2 points. Et là, je vais mettre X zoom -1. Donc là, en fait, on va dire regarde à droite. Et ensuite, on va inverser le fond. Tac. On va voir ça tout de suite. Nouvelle partie. Donc bonjour. Regarde à gauche. Regarde à droite. Tac. Et vous voyez que tout le fond s'est inversé. En plus du personnage. Donc en fait, on a inversé toute la scène. Donc on peut faire quand même pas mal de choses assez intéressantes avec ces petites propriétés. Il suffit juste de pas oublier de mettre les 2 points et ensuite on met les propriétés. Les propriétés on les trouve en fait dans la doc en ligne de Ren'Py. Alors je vais remettre ça comme ça. Est-ce que j'ai besoin de garder... On va virer ce personnage là. J'aimerais revenir à mon personnage. Alors image. Mirai, voilà. C'était lequel 01, c'est très bien. Parce que là, j'ai plus besoin qu'il soit par symétrique. Mirai 01. Et là, c'est plus Sylvie. Voilà. Je remets tout comme il faut. Voilà. Et là, pareil. Parfait. Et donc là, c'est plus Sylvie non plus. J'ai pas mis de majuscule. Parfait. Donc là, normalement, on a le personnage qui dit bonjour et qui dit au revoir. On vérifie que tout marche bien. Ah, je mets en plein écran. Tac. Il faut le retour pour bien voir, bien placer ça correctement. Voilà. Nouvelle partie. Bon, le personnage s'affiche pas. Pourquoi le personnage s'affiche pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis trompé peut-être quelque part. Je l'ai pas affiché. Show. Normal. Tac. On vérifie que tout marche bien. Qu'on puisse continuer dans de bonnes conditions. Voilà, le personnage dit bonjour, il dit au revoir, et c'est fini. Ok, donc la première question, on a vu donc comment inverser un personnage. Maintenant, on aimerait afficher une icône, une image, mais ça peut être une icône, quelque part dans la scène. Ce que je vais faire, je vais Inkscape. Voilà, ça s'ouvre. Oui, j'ai bien lancé. Voilà, Inkscape. On va se mettre bien comme il faut. J'ai besoin d'une icône, on va dire de... Quelle dimension? En pixels, on va dire 64 par 64. Voilà, un arrière-plan damier. Tac. Paf. Là, si je mets un... Bon, on va mettre à 100% après. Ce que je veux, c'est... hop. Un rond bien rond. Qui soit placé à peu près au centre, ici. Voilà, parfait. Et puis, dedans, on va mettre... Non, on va rien mettre. On a juste une icône comme ça. Voilà, on a une... c'est parfait. J'ai rien à toucher. Exporter sous... alors, je vais vérifier si j'ai bien effacé le truc là que j'avais pas besoin. Où est-ce que c'est?
Normalement. Tac. Oui, bah c'est bon. Donc là, exporter. C'est exporté. Je devrais avoir un fichier image quelque part. Image, 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 image. Où est-ce que c'est? C'est un PNG. Il me l'a pas... Ah non, je me l'ai mis dans autre chose. Alors ce que je vais faire, je vais le mettre dans téléchargement. Tac. Tac. Exporter. Voilà. J'ai une image comme ça, un gros rond orange. Donc ça, je peux le fermer. Ça aurait pu être autre chose, hein, n'importe quoi. Cette image, je vais la copier. Tac. Dans mes images. Voilà mon dossier d'images. Je vais créer dedans un dossier icône. Et je colle ça dedans. Et je vais l'appeler icône 01, par exemple. Voilà. Donc là, dans mon script RenPy, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais définir en fait cette icône, cette image. Donc ici, j'avais déjà le couloir, j'avais le personnage. Et bien là, je vais mettre maintenant image, icône, et puis je vais l'appeler orange. Voilà. Égal, tac tac, icône, ensuite comme ça, et c'est icône sans majuscule 01.png. Et je pourrais tout à fait avoir une image icône bleue, icône blanc, icône rouge, etc. On en faire plein. Ici j'ai une icône orange, voilà. Donc j'enregistre ça. Tac. Donc j'ai mon icône de mise. Comment je l'affiche là-dedans? Eh bien, simplement de la même façon que j'affiche le personnage. Donc là, le personnage, par exemple, il va dire... on ajoute une icône. Icône en haut à droite, par exemple. Et puis maintenant, il faut que j'affiche mon icône. Comment je fais pour afficher mon icône? Eh bien, comme on fait pour afficher en fait les personnages, c'est-à-dire que je vais simplement utiliser show. Donc, show, icône, orange. Et puis, comme je veux la positionner à un endroit particulier, je vais mettre les deux points, comme on vient de voir qu'on pouvait ajouter des propriétés. À la ligne, je fais ma petite indentation. X à ligne, pour la positionner sur l'axe horizontal, je vais la mettre tout à droite, donc c'est 1.0. Et puis verticalement, je vais la mettre tout en haut, donc Y à ligne. Et là, je mets 0.0. Et puis le personnage dira au revoir. Donc ici, on va simplement afficher le petit icône orange en haut à droite. On regarde ça tout de suite. Là, il faut toujours le retour, voilà. Tac, nouvelle partie. Bonjour. Là, il n'y a absolument rien ici. Je clique, on ajoute une icône en haut à droite. Donc ici, on va ajouter une icône. Je clique, tac, l'icône s'est affichée. Le personnage dit au revoir. Donc le fait de mettre show icône orange, et puis de mettre les deux points et d'indiquer dessous X à ligne 1.0, Y à ligne 0.0, ça la positionne ici. Voilà. Je pourrais tout à fait utiliser, pareil, les effets de zoom. Je pourrais utiliser Y zoom et X zoom pour changer la dimension de l'icône. Je pourrais dire que elle se met pas tout à fait à droite, mais peut-être à 0.5, donc au centre, par exemple. Et puis je vais laisser en haut, mais ici je pourrais la mettre au centre aussi. Donc en fait, en faisant ça, elle va s'afficher non pas en haut à droite, alors j'aurais dû changer le texte, mais c'est pas grave, elle va s'afficher en haut au-dessus du personnage, donc ici. On regarde ça, hop, ça s'affiche ici. Et si je mets 0 dans X à ligne, elle va s'afficher ici. Donc, et si je mets par exemple 0.25, elle va s'afficher ici. Si je mets 0.75, elle va s'afficher ici. Et toutes les valeurs intermédiaires, forcément, permettent d'afficher l'icône partout où je veux sur cet axe-là. Et en jouant avec Y à ligne, je peux l'afficher partout où je veux sur cet axe-là. Donc je peux l'afficher n'importe où là-dedans. Je pourrais l'afficher là, je pourrais l'afficher là, ici, là, etc. Partout, à n'importe quel endroit. Donc voilà, ça c'est pour afficher en fait une image,
bêtement. Donc, on va virer ça. J'ai pas besoin... Bon, je vais la laisser, cette icône. Donc, pas besoin de dire ça. Maintenant, troisième question. Quand on donne un choix, et puis qu'ensuite on continue l'histoire, et qu'on veut revenir, en fait, on veut connaître le choix qui a été fait. Alors, bonjour. Ensuite, le personnage va dire... on fait un choix. Et puis là, je vais en fait proposer un choix. Donc, pour faire ça, bah, c'est... Ah, attendez. Voilà. Pour faire ça, c'est la fonction menu. Donc, le menu. Le mot-clé menu, 2 points. On fait entrer. On fait une petite indentation. On indique le premier choix. Le premier choix. On va à la ligne. On fait une indentation. On indique qu'est-ce qu'on fait à ce premier choix. Donc, on va aller jump, sauter au chapitre 1. Donc voilà, alors j'ai oublié, là il faut mettre 2 points. Chapitre 1, voilà. On va en dessous, on se met à ce niveau-là, on met le deuxième choix, le second choix, 2 points. Dessous, on va sauter, jump au chapitre 2. Tac. Voilà. Et puis là, on va virer ça. Maintenant, j'ai besoin donc du chapitre 1 et du chapitre 2, donc je vais faire un label ici. Label chapitre 1, 2 points, avec des choses dedans. Et dessous, je vais mettre un label chapitre 2, 2 points avec des choses dedans. Et plus loin, on aura aussi un label, par exemple, chapitre 3, qui sera la suite de l'histoire. Donc ici, ça sera, alors, hop, ici, alors, comme ça, ici, la suite de l'histoire. Donc là, on va aérer, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Ici, on va aérer un peu. Alors, j'aimerais avoir une fenêtre un peu plus grande. Est-ce que c'est possible? Ça reste dans la capture, ça reste dans la capture. Ici, donc, on va indiquer, le personnage va dire, on a fait le choix 1. Et là, le personnage va dire, on a fait le choix 2. Voilà. Et puis, une fois qu'on a fait ça, on va sauter au chapitre 3. Donc, jump, chapitre 3. Et là, jump, chapitre 3. Donc ça, c'est un truc très basique qu'on a déjà vu. Hein. On va virer les espaces inutiles. Voilà. On a le début. On affiche le couloir. On montre le personnage qui dit bonjour et qui dit on fait un choix. On a un menu qui s'affiche, qui dit le premier choix, le second choix. Si on fait le premier choix, on va au chapitre 1. Donc on va là, le personnage dit on a fait le choix 1. Et ensuite, on saute directement au chapitre 3 ici, où c'est indiqué ici la suite de l'histoire. Si on choisit le second choix, au moment du choix, au moment du menu, on va au chapitre 2 ici, qui indique on a fait le choix 2, et ici, ici la suite de l'histoire. J'enregistre et on va voir ça tout de suite. Ça, c'est le truc tout basique. C'est la base de RenPy, c'est l'affichage d'un personnage, d'une scène, de texte et de la possibilité de faire des choix. Donc, nouvelle partie, bonjour, on fait un choix. Premier choix, deuxième choix. Si je prends un premier choix, on a fait le choix 1. Ici, la suite de l'histoire. Là, on est dans le chapitre 3. Là, c'est fini. Si je fais l'autre choix, second choix, on a fait le choix 2. Ici, la suite de l'histoire. Là, on est passé au chapitre 3 et c'est fini. Ça, c'est super. Maintenant, dans le chapitre 3, j'aimerais savoir quel choix on a fait quand on était aussi au début. Comment je peux savoir ça? Parce qu'en fait, ici, dans les deux cas, on saute au chapitre 3. Eh bien, la solution, c'est d'utiliser des variables. Ici, quand on dit qu'on a fait le choix 1,
je vais ajouter une variable. Je vais définir une variable qui indique qu'on a fait le choix numéro 1 ou le choix numéro 2. Pour mettre une variable, on met un $. Il y a plein de façons de faire, mais la plus simple, c'est le $. $, on fait un espace, on met un nom de variable. Donc ici, je vais l'appeler ma variable. Voilà. Et on lui met une égale pour dire qu'on va lui donner une valeur. Et on peut soit lui donner une valeur numérique, soit une valeur booléenne, soit une valeur texte. Par exemple, je pourrais mettre une valeur booléenne, ça serait juste faire ça. Alors je crois qu'il faut mettre un majuscule. Comme ça voudrait dire que ma valeur est vraie. Je peux mettre aussi une valeur fausse. Voilà, ça c'est une valeur booléenne. Donc là, j'ai indiqué que la valeur est fausse. Je peux mettre une valeur numérique, je peux mettre un 0, je peux mettre un 1, je peux mettre ce qu'on veut. On peut mettre du texte. Alors ici, comme texte, on va mettre choix 1. Voilà. Donc je vais utiliser ça. Et ici, Mirai, on a fait choix 2. Ici, dessous, dans le chapitre 2, on va mettre $, ma variable égale choix 2. Donc en fait ici, non seulement le personnage dit on a fait le choix 1, mais en plus on met la variable, on lui donne la valeur choix 1. Et on va au chapitre 3. Ici, dans le chapitre 2, on dit qu'on a fait le choix 2, mais en plus on donne à la variable la valeur choix 2. Et on va au chapitre 3. Donc ici dans le chapitre 3, maintenant je peux interroger ma variable. Je peux dire est-ce que la variable contient choix 1 ou est-ce qu'elle contient choix 2. Et ça va me permettre de savoir si le joueur a fait tel ou tel choix. Pour ça, il suffit simplement d'utiliser une condition. Donc la condition c'est if, qu'on retrouve dans beaucoup de langages de programmation. Ma variable, donc si ma variable est strictement égale à choix 1, pas se tromper, à choix 1, 2 points, on va à la ligne, je me suis trompé, voilà, à choix 1, on va à la ligne, on met une indentation, qu'est-ce qu'on fait? Le personnage va dire on a fait le choix 1. Et si, je reviens comme ça, si ma variable est strictement égale à choix 2, 2 points, le personnage va dire, alors pourquoi j'ai mis un égal ici? C'est-à-dire, on a fait le choix 2. Voilà. Donc on regarde bien ce que ça va faire. Donc là on est sur le début, j'enregistre. On fait donc les choix qui nous envoient vers le chapitre 1 ou le chapitre 2, donc le chapitre 1 ou le chapitre 2, et non pas les deux. Si on va sur le chapitre 1, à la fiche, on a fait le choix 1, et on met la variable choix 1. Donc on définit dans la variable contient le texte choix 1. Et on va au chapitre 3. Le chapitre 3, le personnage dit ici la suite de l'histoire, et on vérifie si dans ma variable, on a mis, et si ça contient strictement le texte choix 1, dans ce cas-là, le personnage dit on a fait le choix 1. Et il dira pas le reste. Et puis si on a fait le choix 2 ici, le second choix, on va ici, on saute le chapitre 1, on va directement au chapitre 2, le personnage dit on a fait le choix 2, la variable contient choix 2, donc ici, dans le chapitre 3, on peut récupérer la variable, elle contient strictement le choix 2, donc le personnage va dire ça. On va regarder, tac, on met ça bien, nouvelle partie, donc là, dit bonjour, on fait un choix, le premier choix, tac, on a fait le choix 1, ici la suite de l'histoire, donc là on est passé au chapitre 3, on a fait le choix 1, et j'ai gardé en fait l'information du choix qu'on a fait bien avant. Et ça, je peux la réutiliser n'importe où dans l'histoire. C'est-à-dire que même à la fin de l'histoire, je peux avoir une variable qui m'indique quel choix on a fait au début de l'histoire. Et si je fais l'autre choix, le second choix, on a fait le choix 2, on passe au chapitre 3, on a fait le choix 2, on a toujours l'information. Voilà, ça me permet en fait de savoir plus loin dans l'histoire les choix qui ont été faits bien avant, simplement en mettant les valeurs dans des variables.
Ensuite, je voulais montrer deux petites choses. Les variables, ici, j'ai mis du texte, choix 1. Ici, j'ai mis du texte, choix 2. Je peux ici récupérer, en fait, le contenu de la variable, demander, en fait, ce qu'il y a dans la variable avec la fonction if, avec la commande if. Je peux aussi afficher le contenu d'une variable. Par exemple, on va retirer ça. On va virer en fait le truc des choix peut-être. Non, on va garder les choix. Ici, on a fait le choix 1 et dans la variable, on va mettre comme texte quelque chose de totalement autre. On va mettre orange par exemple. Voilà. Et puis si on fait le choix 2, on va mettre bleu. Et le premier choix, voilà. À la place de on fait un choix, on met quelle couleur? Quelle couleur on choisit? Donc ici, du orange. Et ici, on va mettre du bleu. Du bleu. Ah, décidément. Du bleu. Voilà. Chapitre 1, on a fait le choix 1. Et dans la variable, on met le texte orange. Et là, chapitre 2, on a fait le choix 2. Dans la variable, on met le texte bleu. Ensuite, au chapitre 3, ici, la suite de l'histoire va dire, on a choisi la couleur. Et là, en fait, il faut que je dise bleu ou orange. Quelle est la solution? Je peux faire un if. If, ensuite mettre ma variable est strictement égale à orange. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va afficher, tac, on a choisi la couleur orange. Et après ça, il faut que je le duplique. Et puis que là, je remplace orange par bleu. Comme ça, pour dire on a choisi la couleur bleue. Je peux faire ça. Ça fonctionne. Donc ici, si on a fait le choix 1 et que la variable donc est orange, le personnage va dire on a choisi la couleur orange. Et là, si on a fait le choix 2, on a choisi la couleur bleue, le personnage va dire on a choisi la couleur bleue. Mais ici, ce bout-là et ce bout-là sont exactement identiques. Il y a juste le nom de la couleur qui change. Il y a juste orange qui change et bleu qui change. Il y a moyen de faire mieux. On n'a pas besoin de demander ce qu'il y a dans la variable. Tac, je peux tout à fait garder ça comme ça. Et à la place ici de faire deux trucs questionner deux fois en fait ma variable, je peux simplement afficher ce qu'il y a dans la variable. Pour afficher ce qu'il y a dans la variable, il suffit de mettre des crochets. Un crochet qui s'ouvre, un crochet qui se ferme. Et dedans, on met ma variable. Parce que c'est le nom de ma variable. En faisant ça, ça va afficher le contenu de la variable qui est soit orange, soit bleu en fonction du choix. On va voir ça tout de suite. Alors, là, ma fenêtre de retour qui se barre tout le temps. Voilà, nouvelle partie. Bonjour, quelle couleur on choisit? On va choisir du orange. Tac, on a fait le choix 1. Ici, la suite de l'histoire, on a choisi la couleur orange. Parce que c'est ce qu'il y a, c'est le mot qu'il y a dans la variable. Et donc là, si je fais pareil, et je choisis l'autre, du bleu, on a fait le choix 2. Ici, la suite de l'histoire, on a choisi la couleur bleu. Alors ici, c'est des couleurs, mais ça pourrait être tout à fait autre chose. Par exemple, on pourrait tout à fait utiliser ce genre de choses pour définir en fait un nom d'un personnage du joueur. Au début de la partie, on pourrait tout à fait demander au joueur comment il s'appelle, et puis mettre ça dans une variable, et puis ensuite utiliser à chaque fois dans tous les dialogues
à chaque fois qu'un personnage s'adresse au joueur, utiliser les crochets nom du joueur, par exemple, pour en fait que ça soit remplacé par le nom que le joueur a choisi. Ça, c'est un exemple. Ça pourrait être l'âge du personnage, l'âge d'un personnage. Ça pourrait être la façon dont on a nommé un personnage non joueur, par exemple. Ça pourrait être beaucoup de choses. Donc, on peut réutiliser les variables que l'on a définies dans les textes, simplement en utilisant des crochets. Qu'est-ce que je voulais montrer d'autre? On va virer tout ça. Tac. Donc, le personnage s'affiche, il dit bonjour. Il n'y a pas besoin de dire quelle couleur. Maintenant, je vais simplement parler de la boucle while, parce que c'est quelque chose qui est utile et que on m'a posé une question où ça rentrait en compte, et puis donc je l'ai expliqué, et je voulais leur expliquer ici en vidéo. La boucle while, c'est la façon de... C'est une façon de tester une valeur et d'effectuer une opération tant que cette valeur est vraie. C'est-à-dire qu'ici, le personnage va dire bonjour, et puis on va mettre dans une variable une valeur. Donc le personnage va dire la valeur est à 10, par exemple. Et on va faire une variable, ma variable, on va... Je pourrais plus l'appeler autrement, mais c'est pas grave. On va mettre à 10. Voilà. Ma variable égale 10. On peut même... Oui, non. J'aurais pu inverser ça et ça, en fait, ces deux lignes. Comme ça, ici, je mettais, en fait, les crochets, ma variable. Mais bon, on va garder ça comme ça. Ma variable égale 10. Ensuite, on va entrer dans une boucle while. Donc, une boucle qui... C'est-à-dire qu'on va faire un bloc d'instructions qui va continuer jusqu'à ce que la valeur que l'on va spécifier ne soit plus vraie. Donc pour ça, j'écris while, alors W-H-I-L-E, while, tant que ma variable est plus grande que 0. Donc ça, c'est plus grand que 0. Tant que ma variable est plus grande que 0, 2 points, ce que je mets dedans, ici dans ce bloc, va être affiché. Donc qu'est-ce qu'on va afficher? Mireille, qui va dire la variable vaut... Non, est 2. Ici, on va mettre les crochets. Ma variable... Ensuite, dessous, elle va dire, je retire 2. Et puis maintenant, on va diminuer la valeur donc de notre variable. Donc on va dire, on va redéfinir la variable, ma variable moins égale 2. C'est-à-dire que je vais lui retirer 2 en fait à sa valeur. Donc elle était à 10 par défaut. Parce que j'ai défini à 10, donc ici elle sera à 8. Et puis au prochain passage ici elle sera à 6. Au prochain passage elle sera à 4. Au passage suivant elle sera à 2. Au passage encore après elle sera à 0. Et puis en dessous elle sera plus à 0, elle sera plus petit que 0. Donc cette valeur là, cette condition là ne sera plus vraie. Donc on sort en fait de la boucle. Et quand on sort de la boucle, le personnage dit on est sorti de la boucle. J'enregistre et on regarde ça tout de suite. Lancer le projet. Si j'ai pas fait d'erreur, normalement non. Nouvelle partie. Bonjour, la valeur est à 10. La variable est de 10. Je retire 2. La variable est de 8. Je retire 2. Là on est dans la boucle. La variable est de 6. Je retire 2. Elle continue en fait les instructions qu'on lui a données. Hein. C'est ces instructions là, hein. À chaque fois, la variable est de temps, je retire 2. Donc là, on continue. La variable est de 4, je retire 2. La variable est de 2, je retire 2. On est sorti de la boucle parce que maintenant, la variable est égale à 0, donc elle est inférieure. Donc en fait, ici,
cette valeur-là n'est plus vraie, elle n'est pas supérieure à 0, elle est égale à 0. Donc on est sorti de la boucle et on sort. Tac. Et ça sert à quoi? Ça sert à plein de choses. Par exemple, vous avez un personnage qui doit peut-être, on va dire, passer une période où il doit peut-être chasser ou couper du bois. Et donc, au lieu de faire 15 chapitres où il coupe du bois, vous allez faire un chapitre seulement où il coupe du bois et vous allez mettre en fait ce genre de boucle et puis il va couper du bois jusqu'à ce que la valeur bois, la variable bois coupé soit supérieure par exemple à 10. Donc dans ce cas-là, à la place de retirer 2 par exemple, on va ajouter 1. Et puis vous commencez là avec la variable à 0. Donc il va continuer jusqu'à ce qu'il ait suffisamment coupé de bois avant de continuer l'histoire, par exemple. Ça permet de faire des actions répétées un certain nombre de fois sans avoir à créer en fait tout un gros pavé d'instructions. Ici on a juste un tout petit bout de code et puis qui vont tourner en boucle un certain nombre de fois. Et ça c'est très important parce que ça permet vraiment d'alléger le code, ça permet de rendre les choses beaucoup plus simples et ça permet de faire des choses plus intéressantes. Voilà, ça c'était la dernière petite chose que je voulais expliquer aujourd'hui sur NP. Donc on a vu comment inverser un personnage, on a vu comment créer des variables, on a vu qu'on pouvait mettre des propriétés sur l'affichage des personnages ou même l'affichage des scènes. On pouvait utiliser Xzoom pour inverser en valeur négative pour inverser un personnage ou pour changer sa dimension, Xzoom ou YZoom. On pouvait aussi utiliser Xalign et YAlign pour positionner un élément dans la scène. On a vu qu'on pouvait afficher en fait une icône. On a vu que l'on pouvait mettre en variable des données après avoir fait un choix et réutiliser ces données plus loin dans l'histoire sans avoir en fait à réécrire 2 fois l'histoire, à faire toutes les branches pour avoir tous les choix possibles. Donc là, je pense qu'on est pas mal, on a fait pas mal de choses. Ça fait une vidéo assez longue en plus. Donc je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel sur un logiciel open source, peut-être NP, peut-être Inkscape, peut-être Twine, peut-être je sais pas, on verra bien. Les tutoriels sur GDevelop reviendront, mais en ce moment, GDevelop est passé à la version 5. Et la version 5, elle est pas, c'est une version bêta, elle est pas complète. Donc tout ce que j'ai fait en fait jusqu'ici avec la version 4, je peux pas exactement faire la même chose et ce que j'avais prévu avec la version 5, parce que la version 5, il manque des fonctions qui sont pas encore implémentées. Par exemple, avec la version 5, on peut faire que du HTML, on peut plus faire de jeu natif pour le moment. Ça viendra, mais ça sera plus tard. Donc les tutos GDevelop sont un petit peu mis de côté en ce moment. J'aimerais bien les reprendre, mais le problème c'est que GDevelop, il faut attendre qu'ils sortent bien en version 5, bien complète, avec toutes les fonctions que j'ai besoin, que je voulais expliquer, et puis qu'on puisse faire des jeux en natif dessus. Pour l'instant, c'est pas le cas. Alors soit je continue les jeux sur la version 4, mais quand il faudra les convertir dans la version 5, ça risque d'être galère. C'est pas sûr, mais ça risque. Soit je passe à la version 5, et puis dans ce cas-là, on peut pas faire tout ce que j'avais prévu. Donc en attendant, je mets ça de côté. Je regarde aussi un petit peu comment fonctionne Godot. Godot, hop, Godot, il est là, tac. C'est un autre moteur de jeu très simple à utiliser, qui utilise du Python, donc il faut passer par du code. Mais je sais pas tout faire avec, mais il est très simple à utiliser, donc ça va aller assez vite. Mais j'aimerais faire des tutos dessus, mais ce sera pas pour tout de suite. J'ai plein de choses d'autres à faire avant. Et puis sinon, il y aura peut-être des tutos sur Blender, parce que en fait, sur la chaîne open source, parce que en fait, la prochaine version de Blender, la 2.8, elle va être géniale, tout simplement. Voilà. C'est-à-dire que je n'arrêterai pas Cinema 4D, il n'y a pas de raison, mais Cinema 4D, c'est sûr que je ne le mettrai pas à jour. C'est sûr que je vais pas passer à une autre version de Cinema 4D, parce que en fait, la façon que ça évolue, Cinema 4D, à chaque fois je suis déçu. À chaque fois, les nouvelles fonctions sont pas celles que j'attends, et je suis pas prêt en fait à payer pour ces fonctions-là.
C'est des fonctions que j'estime qui devraient être dans le soft et qui apportent pas vraiment de gros plus. C'est plus des corrections. Pas vraiment, mais toutes les petites innovations, toutes les petites propriétés qu'il y a eu en plus, c'est simplement des évolutions des outils qui sont déjà dans Cinema 4D. Et donc ça me motive pas à acheter les nouvelles versions de Cinema 4D. Alors que Blender, jusqu'ici je l'utilisais pas parce que je n'aimais pas son interface. Et là dans la version 2.8, ils sont en train de revoir toute l'interface, de changer tous les trucs qui me plaisaient pas vers des choses qui me plaisent. Donc je pense que je continuerai la chaîne Cinema 4D, aucun problème, mais que sur la chaîne open source, sur cette chaîne-là, je ferai sans doute un petit peu de Blender aussi, histoire de faire mes premières armes dessus, et puis avec cette nouvelle version, la 2.8, quand elle sortira en version stable. Donc il y aura sans doute des tutoriels Blender qui arriveront, je pense. Et puis peut-être même faire des choses sur Cinema 4D et sur Blender, la même chose sur les deux softs, histoire de comparer un petit peu. Bon, j'ai tout dit pour cette vidéo. Je reparlerai de tout ça hein, dans une vidéo sans doute spéciale où j'expliquerai toutes ces petites choses. Donc je vous dis à la prochaine pour un prochain tutoriel sur un logiciel open source. Voilà, voilà.